Bonjour, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez sur notre petite planète, perdue dans l'immensité cosmique. J'aime bien rappeler ça, rappeler que nous ne sommes pas grand-chose et nous sommes vraiment infimes dans l'univers, à l'échelle de l'univers. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je suis revenu ici parce que franchement, j'ai appris à apprécier cet endroit. C'est encore même mieux, je dirais c'est mieux même que mon banc à côté du bureau. Là, je suis vraiment entouré d'oiseaux. J'ai même pris une chaise de mon bureau pour être à l'aise, pour pouvoir faire cette vidéo. Et donc, le thème de cette vidéo est particulier, puisque d'ici 3 jours, donc dans la nuit du 28 au 29 octobre, je fêterai mes 20 ans de Sénégal, ici, en tant qu'immigré. Donc, je reviendrai sur cette fameuse soirée du 28 octobre 2004. Je vous expliquerai un petit peu dans quel état psychologique j'étais à ce moment-là. Qu'est-ce que ça engendre de quitter son pays, de partir. Donc, je reviendrai sur ce thème-là dans la deuxième partie. Petite parenthèse, derrière, dans la dernière vidéo, je vous parlais de bungalow vide. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un bungalow, mais d'un kiosque vide. Et tout ça pour vous dire que des fois, effectivement, ça peut m'arriver, étant donné qu'il n'y a pas de coupage ni de filtrage dans toutes mes vidéos que j'ai faites. C'est-à-dire que des fois, je peux soit utiliser un terme inadapté ou inadéquat, ou utiliser une locution qui n'est pas tout à fait en conformité avec la version originale. Donc ne m'en tenez pas rigueur, c'est tout simplement, voilà, comme il n'y a pas de... Je coupe pas, donc si je bafouille, si je me trompe sur un terme, c'est pas grave. Je sais que je mise sur votre intelligence et de vous-même, vous apporterez la correction. Voilà, donc je referme cette petite parenthèse. Alors, cette semaine, donc en nouveauté, en fait, c'est plutôt une nouvelle politique, puisque nous avons les dates. Alors, la campagne pour les législatives ici au Sénégal, la campagne va débuter le 27 octobre, donc d'ici quelques jours. Et je rappelle que l'élection pour les législatives, l'élection se déroulera le 17 novembre. Donc voilà, nous sommes vraiment sur la ligne de départ. Donc 27 octobre, ça démarre la campagne. Et cette semaine, Ousmane Sonko avait proposé donc, à l'opposition d'organiser un débat télévisé entre lui et je crois même qu'il avait proposé donc, initialement à Macky Sall. Mais j'en sais pas plus pour l'instant. Ce que je sais, c'est qu'apparemment, c'est Amadou Ba, qui est lui de son côté, qui est aussi également dans le camp de l'opposition, serait favorable à organiser ce débat. Donc il risque d'y avoir un débat télévisé entre Ousmane Sonko et un opposant, donc dans les listes opposantes, représentant, je dirais, l'ancienne majorité présidentielle. Soit ça se jouera avec Amadou Ba, je pense que ce sera lui. Je vois mal l'ancien président Macky Sall débattre directement sur un plateau télévisé avec Ousmane Sonko. D'ailleurs, je ne sais même pas si durant la campagne, je rappelle que Macky Sall est officiellement normalement tête de liste, je ne sais pas s'il viendra au Sénégal pour faire la campagne ou alors s'il agira, je dirais, de l'extérieur, de l'étranger pour ces élections législatives. Dès que j'en saurai plus, je vous en parlerai, comme toujours. Donc pour l'instant, préparation en vue d'organiser un débat télévisé entre le Premier ministre actuel Ousmane Sonko et un des chefs de file de l'opposition. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Les pluies sont définitivement arrêtées. On a la chaleur, donc la fameuse chaleur du mois d'octobre. On a toute la moiteur qui remonte, donc il fait chaud, humide. Vous êtes en transpiration. Par contre, le point positif, c'est la température de la mer. C'est un régal. Honnêtement, vous rentrez dans l'eau, elle doit être à 28, 29, hein, quelque chose comme ça. Et c'est franchement, alors ça rafraîchit pas, mais franchement, c'est vraiment relaxant. C'est de la thalassothérapie, en quelque sorte. Voilà, on se retrouve tout de suite après pour cette partie beaucoup plus intimiste sur mes 20 ans de Sénégal ici et comment j'étais dans la fameuse nuit du 28 au 29 octobre 2004. A tout de suite.
Voilà donc pour la suite. Qu'est-ce que c'est plaisant ici cet endroit. Ah, franchement, je pourrais même y rester la journée entière, prendre un livre, lire, regarder des vidéos. J'adore ce cadre. Voilà. Allez, on continue. Alors oui, dans 3 jours, ça va être particulier pour moi. D'ailleurs, c'est prévu qu'avec mon fils Tidiane, on marque l'événement. On ira certainement manger un petit bout au restaurant, etc. Il y a 20 ans, bah, j'étais sur les préparatifs du départ. Je rappelle, j'avais eu l'occasion d'en parler dans mes vidéos, mais sur les 250 vidéos, je ne sais plus dans lesquelles j'ai abordé ce thème-là. Mais je suis venu au Sénégal sans connaître ce pays. Je n'étais jamais venu. Je suis venu donc en octobre 2004 avec un aller simple. À l'époque, c'était la compagnie Air Méditerranée qui assurait des vols. Et il y avait même un vol direct Lyon-Dakar. C'est ce que j'avais pris. Et en 2004, vous pouviez venir au Sénégal avec un aller simple, sans contrat de travail, sans visa, sans rien. J'avais hésité à l'époque entre 3 pays, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun. Et après réflexion, j'avais opté pour le Sénégal, bien que je ne connaissais pas du tout ce pays-là, en me disant que rares étaient les pays qui donnaient cette possibilité de pouvoir s'installer comme ça facilement. C'était à l'époque du président Wade, donc j'ai opté. Je me rends compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai peut-être bien fait, parce que le Cameroun, il n'y a pas eu d'alternance politique. On est toujours à l'époque de Paul Biya. Je trouvais qu'à l'époque, c'était un petit peu compliqué, partie anglophone, francophone, nord, sud, voilà. Et puis du côté du Gabon, à l'époque, c'était l'époque de Omar Bongo. Et il fallait un visa et un contrat de travail pour venir au Gabon. Donc j'avais opté donc, pour le Sénégal. À l'époque, quelles étaient mes expériences africaines? Quasi nulles. En fait, le seul voyage que j'avais fait en Afrique, sur le continent africain, c'était pour aller au Togo. Et j'étais passé donc par la Côte d'Ivoire. J'avais un voyage d'une quinzaine de jours. Et donc j'avais fait Lyon-Abidjan. Et de là, ensuite, par la route, je suis allé jusqu'au Togo. Parce que en fait, ma fille est d'origine togolaise. Et à l'époque, je voulais voir un petit peu connaître sa famille, en fait, connaître les grands-parents, les oncles, les tantes. Et les billets d'avion entre le Togo et la France étaient chers. Et il était moins cher, moins onéreux de venir en Côte d'Ivoire. Donc je m'étais dit à l'époque, j'avais réussi à amener un ami avec moi. Il m'avait accompagné et donc on était partis tous les deux en partant par Abidjan et en se disant par la route, c'est jouable. On franchira donc la frontière, on traversera le Ghana et on ira au Togo. C'est ce qu'on a fait. Par contre, manque de bol, donc ça c'était en 2002. Il y a eu les événements Côte d'Ivoire, quelques semaines, quelques jours avant notre départ. Et quand on est parti, on s'est retrouvé avec le couvre-feu à Abidjan. On s'est retrouvé avec les contrôles routiers. Ça a été compliqué, physiquement, nerveusement parlant. Et quand on est revenu en France, on était lessivés. Lessivés par ce voyage, mais en même temps en gardant d'extraordinaires souvenirs. Et je suis content d'avoir fait ce voyage, d'avoir rencontré la famille de ma fille. Et à l'époque, c'était ça, de me dire, voilà, quand ma fille grandira, je serai en mesure de lui dire que je suis allé en Afrique, que j'ai vu sa famille et que j'en garde un souvenir extraordinaire. Et ensuite, quand j'ai voulu m'installer au Sénégal, je me suis dit, ça aussi, ça fera partie de mon parcours personnel et je pourrais le raconter plus tard à ma fille, comme quoi j'ai essayé de vivre sur le continent africain. Voilà, c'était un petit peu un mélange d'idéal, un petit peu peut-être fantasmagorique. Voilà, il y avait un petit peu de tout, le goût de l'aventure. Mais à l'époque, me dire que 20 ans après, je serais encore là, c'est quelque chose que je n'envisageais pas, ou du moins que je ne m'étais pas penché là-dessus. Je ne savais pas combien de temps allait durer mon voyage, mais je me suis dit, on tente et puis on verra bien. Alors là, jour pour jour, 20 ans en arrière, j'étais dans les préparatifs. Je préparais mon voyage. Air Méditerranée, c'était des vols charter. Donc vous aviez peu de kilos de bagages. Je crois que j'avais 8 kilos en bagages à main et une vingtaine de kilos en bagages soute. Et donc, quand vous partez une bonne fois pour toutes, vous devez vraiment amener ce que vous avez réellement besoin. Moi, j'ai amené quelques affaires et surtout, j'ai amené quelques outils
puisqu'à l'époque, mon projet initial, c'était de monter une entreprise dans la réparation de clim, d'électroménager, etc. Et je me disais, je vais certainement travailler de mon activité ici au Sénégal, et c'est ce que je mettrai en application. Voilà un petit peu le projet à l'époque de ce que j'envisageais de faire au Sénégal. Alors, ce qui a été... c'est dur parce qu'il y a tellement de choses et je ne veux pas non plus que la vidéo dure énormément long, puisqu'après, je vous laisserai vous aussi partager si vous avez des anecdotes de départ. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire en fait à travers cette vidéo, c'est que je vois souvent, à l'heure d'aujourd'hui, des articles, des témoignages de gens qui disent « J'en ai marre de la situation de mon pays, je veux partir, je vais partir ». Parce que, voilà, enfin, j'entends souvent des projets de vouloir partir, de vouloir émigrer. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'entre le souhait de partir et le fait de partir, il y a une grande différence. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne franchiront pas le pas. C'était Victor Hugo qui disait, si je ne me trompe pas, dans le monde, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui veulent et il y a ceux qui voudraient. Et je crois que c'est ça. Tout est une question de détermination et de volonté. Vouloir partir ou aimerait partir et le fait de partir, ça engendre une différence mais énorme. Et donc moi, quand j'ai pris mon billet, l'aller simple, je me suis dit, bon, le billet est acheté. Et maintenant, pour plus me motiver, plus me déterminer, j'ai ce que je pourrais appeler, ou des fois j'ai vu ça aussi sur Internet, mais après, parce que sur le moment je ne l'ai pas interprété comme ça, mais je dirais que j'ai appliqué la stratégie du pirate, du capitaine d'un navire pirate. C'est-à-dire que si un bateau pirate venait à accoster, à aborder un bateau pour le piller, pour prendre ses richesses, il arrivait que certains capitaines de navires coulent leur propre navire. Ils le coulent volontairement en se disant de telle manière que l'équipage n'aura pas d'autre possibilité, n'aura pas d'autre alternative que de gagner, de remporter la victoire et de prendre possession du nouveau navire. Parce qu'il n'y aura pas de stratégie de repli puisque notre propre navire aura été coulé. Eh bien, c'est ce que j'ai appliqué. C'est-à-dire que je suis allé à ma banque, à l'époque, il y a 20 ans, j'ai clôturé mon compte courant, j'ai rendu ma carte bancaire, et je peux vous dire que ça fait une drôle d'impression quand vous rendez votre carte bancaire au banquier et qu'avec une paire de ciseaux, il la coupe en deux devant vous. Je suis allé à ma mutuelle pour résilier mon contrat d'assurance, de mutualité. Et à l'époque, je m'en souviens, ils ne comprenaient pas, je ne rentrais pas dans les grilles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une grille, ou du moins une situation qui me correspondait, c'est-à-dire quitter le pays pour s'expatrier et donc tout plaquer, sortir de ce système, etc. Donc il m'avait mis dans une rubrique autre pour justifier le fait que je résilie mon contrat de mutuelle. Ensuite, j'ai fait les choses, c'est-à-dire que je me suis débarrassé de ce que je pouvais avoir. J'ai donné des meubles. J'avais peu de choses parce qu'à l'époque, je vivais en colocation et donc j'avais une espèce de chambre que j'avais meublée. Et voilà, j'avais peu d'affaires. J'ai toujours eu cette philosophie du minimalisme. Donc, je me suis débarrassé des choses. Mais le plus dur, effectivement, c'est de ses proches. Et en fait, c'est le paramètre humain, c'est-à-dire de partir en disant que derrière vous, non seulement vous laissez votre pays, mais vous laissez votre famille, vous laissez vos parents, vos amis, etc. Et ça, c'est un aspect qui est difficile, qui est dur. Si, avec le recul, je devais y réfléchir et me pencher dessus, je dirais que partir quelque part, quitter son pays, c'est une déchirure. Et il n'y a que ceux qui ont vécu ça qui peuvent comprendre ce que je dis par là. C'est une plaie qui ne se referme pas. Et je peux comprendre maintenant, et j'ai compris qu'effectivement, quand on part, on est confronté plus tard à ce qu'on appelle le mal du pays, la nostalgie de son chez-soi. Et ça, c'est une réalité. Donc voilà, vraiment, quitter son pays, c'est une déchirure et c'est pas évident. C'est pas à la portée de tout le monde. Et moi-même, vous voyez, 20 ans après, je ne pourrai jamais oublier la nuit du 28 au 29 octobre 2004. Ce soir-là, j'avais organisé un apéro dans cette colocation où je vivais,
Euh, et j'avais invité tous mes proches, mon père, ma mère. Ma mère était venue avec son compagnon, donc mon beau-père. Ma sœur était venue. Mon père, lui, était venu avec sa compagne. Et il y avait aussi ma fille. Ma fille, à l'époque, elle avait 4 ans. Et elle était là. Et ce qui me fait mal encore d'y penser, c'est qu'à l'époque, j'avais essayé d'en parler, mais il est difficile d'expliquer à un enfant de 4 ans qu'elle vous voit, que vous êtes son papa, et que demain, elle ne vous verra pas parce que vous allez partir. Et ça a été la chose la plus difficile et la plus compliquée à gérer. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en parle toujours avec émotion. Cet été, quand j'ai été en France, vous voyez, c'est pour vous dire que c'est toujours d'actualité. J'ai eu l'occasion de parler avec ma fille et bien entendu, on a reparlé de ça. Et elle m'expliquait que pour elle, ça a été très très compliqué de gérer ça, qu'elle n'a pas compris pourquoi du jour au lendemain, son papa n'était plus là. Et elle a vécu ça comme une forme d'abandon. Et je dois dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça a toujours un impact, toujours. Et je crois que, en fait, pour vous résumer ça, mon voyage ici, s'il y a eu des dommages collatéraux, ça a été ma fille, ça a été mon rapport avec ma fille. En fait, mon émigration, mon expatriation, je n'aime pas le terme expatriation parce que c'est trop à la vogue de nos jours. Moi, j'aime bien le terme émigration et immigration. Je suis attaché à ces deux termes. Donc, mon émigration, je dirais que ça a flingué ma relation avec ma fille. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra jamais recoller 20 ans d'absence, même si je lui envoyais des messages régulièrement, mais il n'empêche que je n'étais pas là. Et ça fait que, pour vous dire concrètement, je pense que jamais elle ne m'appellera papa et qu'elle ne pourra jamais oublier que durant 20 ans, durant son enfance, son adolescence, je n'étais pas là. Donc vraiment l'aspect humain, c'est vraiment la chose la plus compliquée à gérer. Et c'est pour ça que si vous envisagez de partir, c'est dur, c'est pas évident, donc tenez compte de ça. Alors c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, c'était beaucoup moins développé en 2004, mais c'est vrai que maintenant vous pouvez partir, vous éloigner, et les réseaux sociaux sont là pour vous sentir quand même beaucoup plus proche. Moi, j'ai fait vraiment les choses à l'époque de manière radicale, c'est-à-dire que je suis parti en coupant, vous voyez bien le système, j'ai rendu ma carte bleue, la mutuelle, j'ai informé l'administration française comme quoi je quittais le pays, voilà, pour faire de telle sorte que officiellement, je ne sois plus en France. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Il y aurait tellement de choses à vous dire sur ce départ. Cette vidéo, en fait, à travers cette vidéo, je fermerai la thématique de la psychologie. Dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé de la santé mentale, comme quoi c'était très important, c'était fondamental. Je vous ai donné aussi 2 conseils pour essayer de durer ici au Sénégal, mais aussi ailleurs, avoir une vie basique, minimaliste, et avoir un travail que vous savez ou que vous avez la possibilité de créer et qui correspond à votre domaine de compétences. Et à travers cette vidéo, pour finir cette thématique sur la psychologie, je voudrais vous dire que partir, c'est pas quelque chose d'anodin. Et que quand on part, il y a forcément des conséquences. En fait, que pour toute action, cela engendre une réaction. Moi, je n'ai aucun regret, parce que si je n'étais pas parti, ce n'était pas envisageable. Depuis mon plus jeune âge, je savais que j'allais quitter la France. J'ai toujours prévenu mes proches qu'un jour je partirais. La maman de ma fille, avec qui j'entretenais une relation, savait, elle l'avait su dès les premiers jours de notre rencontre, qu'un jour je quitterais la France. Peut-être s'est-elle dit qu'en ayant un enfant avec moi, peut-être que j'abandonnerais mes projets, mais c'était pas possible. Je ne pouvais pas envisager d'abandonner mes projets, de partir. Et ça, j'en ai parlé avec ma fille. Je lui dis que c'était pas possible. Si j'avais abandonné mes projets, j'aurais explosé en vol. J'aurais fait un burn-out. C'était pas tenable. Je me voyais pas tenir en France. Je savais, c'était plus fort que moi, une voix à l'intérieur de moi qui me disait, Franz, tu dois partir. Tu dois quitter ton pays. Et donc voilà. Voilà. Et en même temps, si je n'étais pas parti, mon fils, qui est franco-sénégalais, ben, il ne serait pas né. Lui-même devait naître. Et je crois au destin. Rien n'est le hasard. J'avais un cheminement. Ma fille était née en France. Je me devais de partir. Et ici, au Sénégal, j'avais une vie à construire.
et à donner vie à un enfant qui lui-même serait le fruit de deux cultures. Donc vous voyez, voilà, c'est une histoire de dingue. Voilà, ça a engendré des sacrifices et j'ai fait subir mon départ à ma fille, mais d'un autre côté, c'était plus fort que moi. Et je ne peux pas regretter ce que je devais faire, simplement je devais le faire et c'était plus fort que moi. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc elle est intimiste, elle est particulière et je ne veux pas qu'elle soit à sens unique. Je ne suis pas là pour étaler ma vie, pour raconter ma vie. Je suis là aussi pour susciter le débat, l'échange. Donc si vous êtes à l'étranger et que vous vivez depuis de nombreuses années en terre étrangère, j'aimerais que vous partagiez un petit peu vos témoignages, savoir comment vous avez vécu votre départ, si ça a été facile, si ça a été compliqué. Est-ce que vous avez laissé des enfants derrière vous? Quels sont vos rapports avec votre famille actuellement? Voilà, n'hésitez pas à partager parce que je vous dis bien à travers cette chaîne, à travers mes thèmes, ce que je veux, c'est l'enrichissement mutuel. Je vous remercie pour vos nombreux témoignages parce que je les lis tous et ça m'apporte. Et je suis toujours touché par votre compréhension, vos témoignages. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que sur les 250 vidéos que j'ai pu faire, j'ai toujours été en cohérence avec vous. Je ne me suis pas retrouvé dans un thème où j'étais en désaccord ou en décalage avec vous. Et c'est ça qui me fait énormément plaisir. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est de rencontrer les gens en réel. N'hésitez pas à venir me parler, c'est toujours avec plaisir. Même si je fais les courses, même si je déambule en vélo, en moto, ou je suis avec mon fils, venez me parler parce que c'est toujours enrichissant d'avoir le retour, le ressenti des gens à travers l'écran, savoir comment ils me perçoivent ou comment ils me voient et comment eux, ça se passe dans leur cheminement personnel. Dernière chose, je voudrais finir par ça. À 20 ans, donc quand j'ai vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie, j'ai beaucoup eu de discussions avec les Kanaks et quand je vois la situation actuellement en Nouvelle-Calédonie, ça me désole. Quand je vois ce qu'est devenu actuellement le territoire, la situation est ultra complexe, donc il n'y a pas de scénario simpliste en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Honnêtement, j'ai vu la situation de près et c'est très compliqué à gérer la situation en Nouvelle-Calédonie. Et je me souviens que j'avais eu des discussions avec des Kanaks, dont un, Norbert, qui malheureusement était décédé à l'époque, et un jeune qui avait moins de 30 ans. Et on parlait de la culture, des différences culturelles. Et il me disait ceci, il me disait, tu vois Franz, nous les Kanaks, on est attachés aux ancêtres, aux anciens, etc. On ne laisse pas nos vieux dans des EHPAD, ils vivent avec nous en tribu, etc. Et effectivement, je lui disais que je comprenais, mais que c'était difficile de faire la comparaison entre 2 modes de vie, 2 systèmes de vie. Et ce qu'il m'avait dit aussi, ça m'avait marqué, d'ailleurs je l'ai inclus dans ma philosophie de vie. Il me disait, Franz, une des différences fondamentales qu'il y a entre nous et vous, c'est que vous achetez la terre, que quand vous achetez la terre, elle vous appartient. Et il disait, nous les Kanaks, c'est totalement différent. Nous appartenons à la terre. Et où que nous soyons, où que nous ayons, nous sommes rattachés à notre terre. Et ça, pour moi, c'est quand j'en parle, je ne peux pas être insensible à ça, à tel point que j'en ai fait une de mes propres philosophies de vie, c'est-à-dire que où que je sois, comme là au Sénégal, je reste viscéralement attaché à mes racines, à ma terre, à mon pays d'origine. Ce qui veut dire que même après 20 ans, quand je suis allé en France, là, cet été-là, ça faisait 8 ans que je n'étais pas rentré. J'ai été en décalage pendant les premiers jours, ce qui est normal, après 8 ans d'absence. Mais je ne me suis pas senti totalement déphasé. J'avais mes repères, j'avais gardé ma culture d'origine, etc. Donc, où que vous soyez, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que où que vous soyez, soyez ouverts sur les autres, soyez ouverts sur les cultures d'autrui, mais ne vous égarez pas. Sachez qui vous êtes, d'où vous venez, et préservez votre culture d'origine. C'est important. Intégrez-vous, mais tout en préservant aussi parallèlement votre culture d'origine. Voilà, je ne veux pas faire plus long et pourtant il y aurait tellement de choses à dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et puis moi, je vais retourner vers mon bureau et j'espère que le cadre vous plaît autant qu'il me plaît à moi. À très bientôt et bon week-end. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, liker, partager. Et si vous en avez la possibilité, soutenez cette chaîne. Merci à vous tous.